pour expliquer la sélection massale. La sélection massale, donc quand on plante une vigne, Ouais. on a deux solutions. Soit on regarde sur le catalogue des clones de vignes D'accord. et on choisit un grenache gris, je ne sais pas si on veut un grenache gris productif ou Ouais. on a à disposition des clones de chaque cépage, plusieurs clones de chaque cépage avec des caractéristiques identifiées et donc quelque part garanties. D'accord. Bon, le problème c'est que quand on plante en sélection clonale, on a des individus tous identiques. On a la même génétique dans toute la parcelle, donc il y a très peu de diversité. Et la sélection clonale est rarement issue de grandes génétiques, de génétiques hyper qualitatives. Parce que les génétiques très qualitatives sont dans les domaines et dans des domaines qui ne les diffusent pas. Donc ça c'est la première solution. La deuxième solution, c'est de faire ce qu'on appelle une sélection massale, c'est-à-dire prélever dans une vigne existante, qui elle-même est une sélection massale, donc c'est-à-dire qui a été plantée généralement il y a longtemps, en tout cas à partir d'individus tous différents, une population d'individus différents. Et cette sélection massale, généralement, soit on l'a fait à partir de vignes du domaine, sur lesquelles on a vendangé plusieurs fois, on a fait les vins, donc on connaît le niveau qualitatif des vins et généralement c'est pour ça qu'on cherche à les reproduire. Ou alors on est en contact avec d'autres vignerons dont on a goûté les vins et qui nous disent qui ont eux-mêmes des vignes de tels cépages qui sont intéressantes. Nous, la politique ici, c'est quand même d'entretenir la génétique historique du domaine en grenache gris, en macabeu, en carignan noir et en carignan gris. Parce que voilà, on considère que justement, quand on a identifié une vieille vigne, par exemple, qui a une personnalité à part, et une personnalité qui est, entre guillemets, est indépendante des millésimes, c'est-à-dire qu'on va retrouver millésime après millésime, ça on juge ça vraiment intéressant. Généralement, c'est une personnalité unique et on cherche à cultiver ça parce que en plus, c'est des vignes qu'on a pratiquées sur nos sols, sous notre climat, donc on sait exactement, on sait qu'elles sont adaptées. Aller chercher des cépages chez d'autres vignerons qui ne sont pas forcément sous le même climat, les mêmes sols, c'est un peu plus... C'est vrai qu'on a tendance à vouloir cultiver l'unicité quelque part. Mais là, vous êtes complètement autonome du coup. Oui, là, c'est quelque chose qu'on fait. Alors en général, quand on fait une sélection massale, on va quand même dans la vigne sur laquelle on va prélever. On repère les individus, soit on fait une sélection négative, soit une sélection positive. On repère les individus intéressants ou on écarte les individus, des souches qui ne se sont pas bien développées. Ou, voilà. On refait une sélection au sein de cette parcelle-là. Et la particularité alors, de la parcelle, donc là on est sur du grenache gris. On va aller un peu plus loin c'est un carignan gris. D'accord, là-bas c'est un carignan gris pour le coup. Donc là on est au-dessus, on est sur un plateau, au-dessus du village de Montmey. Voilà, là en fait on est un plateau, peut-être pas, mais en fait on se trouve effectivement au-dessus du village de Montmey, qui est un secteur qui est très intéressant parce qu'il est très vallonné. Oui, on est sur une zone de plissement, on est vraiment sur le piémont pyrénéen. Donc il n'y a rien de plat ici. Alors ce qui est intéressant, les coteaux avec le climat qui change quand même perdent un peu d'intérêt. Leur intérêt c'était qu'ils étaient drainants, ils permettaient une meilleure maturité, etc. C'est moins le sujet aujourd'hui. Par contre, il reste intéressant quand même. On le voit bien ici, c'est très bien illustré. On a cette petite vallée qui fait un V avec un bois à droite, un bois à gauche. Et finalement, cette vigne-là, par exemple, dans laquelle on est, en plein été, donc surtout quand elle est en fin de maturation, le soleil va se lever là-bas. Il faut déjà qu'il sorte, qu'il passe au-dessus de cette petite montagne. Donc déjà, il fait jour depuis 1h30 et le soleil n'est toujours pas sorti. Et ensuite, il va se coucher là-bas et très vite, il va être masqué par cette haie, par le bois qui est là. Et donc finalement cette vigne ici par rapport à une vigne qui se trouverait dans la plaine de Rivesaltes où là ces vignes-là elles voient le soleil dès le lever du soleil, dès qu'il sort de l'horizon, de la mer, jusqu'à la fin. Donc il peut y avoir des fois 2 heures d'ensoleillement en moins. Et ça fait une vraie différence, surtout sous notre climat. 2 heures de soleil en moins en plein mois d'août,
ça fait une vraie différence de Ouais. maturité. Ça fait des vignes plus tardives. Et effectivement, cette vigne est mûre beaucoup plus tard. Et ça, c'est des secteurs, quand on a démarré il y a plus de 20 ans, on craignait un peu ces petites vallées, Ouais, on cherchait voilà, pas l'exposition maximale. trop encaissé. Voilà. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. On aime ces endroits-là parce que justement, comme il y a une récurrence de millésimes plutôt chaud, plutôt sec, c'est des secteurs qui s'en tirent un peu mieux. Mais je considère que globalement, il faut de tout parce qu'on a quand même des années à Mindiou. Ça existe aussi ici. Dans ces années à Mindiou, on galère sur ces secteurs-là et on est content d'avoir des vignes un peu plus hautes, un peu plus perchées. Donc ici, c'est ardoise, schiste, Alors, ici, c'est calcaire, des sols de schiste. argile. Là, c'est schiste 100% sur ce secteur. Des schistes très anciens, de l'ordovicien, donc très décomposés, très friables, qui sont très superficiels, c'est-à-dire qu'on les a en général à moins d'1 mètre de profondeur. On voit derrière sur le muret la Là, spécificité des pierres qu'on peut retrouver voilà. dans... Et donc, Un vignoble. au-dessus des schistes, on a ce qu'on appelle des limons sableux, qui sont alors, c'est des sols qui sont quasiment sans argile. On a entre 50 et 70% de sable ici. D'accord. Ça, c'est une particularité qui est très importante et qui permet vraiment d'expliquer les vins. Parce que l'absence d'argile et surtout cette présence de sable, c'est du limon sableux, hein, ça influence énormément les textures de bouche, les attaques de bouche des vins. Pour moi, de toute façon, le déroulé de bouche d'un vin, sa silhouette de bouche, elle est très reliée au profil de sol. Je trouve toujours que l'attaque est marquée par les premiers centimètres, c'est l'empreinte des premiers centimètres du sol, et plus on descend, plus on avance dans la bouche, plus on descend en profondeur. D'accord. Donc, alors ces sols sablo-schisteux sont des sols très pauvres, puisque comme il y a peu d'argile, finalement, l'argile c'est un élément qui va vraiment tamponner les sols, qui va permettre à la matière organique de se fixer, d'être stable et de se dégrader, de se minéraliser lentement et donc d'apporter à la vigne de la ressource un peu toute l'année. Sur les sols sableux comme ça, la matière organique va minéraliser très vite dès qu'il y a les conditions de température et d'humidité. Donc ça veut dire qu'au printemps, généralement, ça minéralise d'un coup. Donc la vigne a un gros apport à ce moment-là. Par contre, après ces ceintures, il n'y a plus rien. Donc c'est très spécial, ce sont des sols d'à-coups parce qu'il n'y a pas d'argile. Est-ce que c'est un sol spécifique au cépage pour produire des vins blancs ou on va le retrouver sur les grenaches noirs? C'est le sol qu'on a à Côte-Rôtie par exemple. Hein. C'est Ouais. exactement, alors il y a des différences, mais c'est exactement la même typicité de sol, sableux et du schiste très proche. Donc ça veut dire que c'est aussi des sols pour des rouges. Non, c'est des sols où on peut faire tout. La seule chose, c'est pas des sols. Alors cette année, c'est vrai que la récolte est belle, mais généralement, c'est des sols qui sont connus pour donner des faibles rendements. Il suffit de toute façon de traverser le village de Monnet, de voir la qualité de l'habitat ancien et par exemple de traverser le village de Maury et de regarder la qualité de l'habitat ancien. On voit bien qu'à Maury, voilà, les sols portent plus de rendement qu'ici. C'est tout bête, hein, mais la fertilité des sols, on peut la juger à l'aspect cossu ou pas des bâtisses. Donc ça, c'est le vrai inconvénient de ces sols, c'est voilà, peu de fertilité. Mais après, quand on a compris comment ils fonctionnaient, finalement, la vigne arrive à faire du raisin dessus sans souci. Il faut juste avoir intégré ce facteur-là. D'accord. Un des gros avantages qu'ils ont pour moi, c'est que ce sont des sols le fait qu'il n'y ait pas d'argile, c'est des sols qui vont se réchauffer très vite en journée, mais par contre, ils vont se refroidir assez vite la nuit. Ils déphasent très vite. Alors, à l'inverse, les sols argileux vont monter en température lentement, mais par contre, ils vont garder de la chaleur. Ils vont engranger et même complètement. À l'échelle d'une saison, le sol argileux va monter en température lentement et il va rester globalement chaud. C'est pour ça, pour moi, que sur les sols argileux, on a souvent des vins avec des attaques de bouche un peu plus sucrantes, voilà. Alors que sur les schistes, on est sur un profil qui est assez vertical. Il y a très peu de gras, quoi. C'est pas des vins de gras, c'est des vins. Et quand on comprend les sols, finalement, on comprend bien, et qu'on goûte les vins, on comprend bien. Incisif. Ouais, le côté un peu incisif, la transparence dans les bouches et le schiste qui est là, qui les sculpte vraiment. D'accord. Dans le village, les vignes, elles s'étagent de 150 à 300 mètres d'altitude, pas bien plus. D'accord.
bon, par contre, on est dans une situation qui est intéressante parce qu'on est sur le versant nord de Force Aréal. Et donc, bon, c'est un contexte qui est beaucoup plus frais et humide, entre guillemets, que le versant sud. Si on passe de l'autre côté de la montagne, on voit que la végétation n'est pas du tout la même. Ici, on a de la garrigue, mais dans la garrigue, parfois, on trouve des fougères. D'accord. Oui, donc il y a une vraie ambivalence ici sur ce terroir. On est en pleine Méditerranée, mais bon voilà, on a quand même les marqueurs du versant nord. D'accord. Ce qui n'est pas anodin et ce qui forcément influence le style des vins. Quand on prend l'avion de Perpignan le matin, on voit très bien parce qu'on passe au-dessus et on voit, en fait, ça fait comme un petit amphithéâtre qui est tourné vers le nord-est. D'accord. Et on voit vraiment, c'est intéressant de prendre de la hauteur parce qu'on comprend beaucoup de choses et on voit bien que voilà, les vignes qui sont situées de ce côté ne bénéficient pas du tout du même climat que celles qui sont de l'autre côté. Donc là, on arrive sur le Carignan gris. Je comprends mieux le terroir de blanc de ce côté et de plus en plus. Je ne suis pas sûre que ce soit pas forcément, mais vraiment un terroir de blanc. Donc là, on a les premières rangées, c'est du grenache gris toujours. Le Carignan gris, il est après. On a souvent, quand on a planté, c'est souvent. On a assez peu de vignes qui sont 100% d'un cépage. On a beaucoup de complantations et puis bon voilà, là il restait des plants de grenache donc on les a mis pour commencer cette parcelle. C'est intéressant parce que ça fait des... Sur le domaine, donc sur les 45 hectares, c'est uniquement des vignes? 45 hectares de vignes? Après oui, vous avez, il y a 100 hectares en tout mais il y a d'accord, il y a 45 hectares de vignes en biodynamie. Ouais. D'accord. Parce que ici, chaque fois qu'on achète un morceau de vigne, généralement il y a un morceau de bois avec. Ben oui, forcément. Mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. C'est pas voilà, plus mal. Mais oui, et non. Si on voulait, après il y a des choses qui sont implantables parce que c'est sur des pentes. Et presque moitié-moitié rouge et blanc. Voilà, presque moitié-moitié rouge et blanc en production. Il y a un rosé au domaine, je crois. Oui, les vignes métissées. C'est ça. Qui est un faux rosé. Que j'ai pas goûté. Un faux rosé. Voilà, non, c'est un vin qui est fait à partir de vignes complantées, de cépages blancs, gris et noirs. Ouais. On vendange tout en même temps, on travaille exactement comme les blancs. Donc il a une légère couleur, une légère teinte qui fonce avec le temps, qui nous oblige vraiment à le déclarer comme un rosé. Parce que quelqu'un qui prendrait cette bouteille dans sa cave, je sais pas, au bout de 5 ans, en pensant ouvrir un blanc pourrait être surpris et nous dire... Ce serait intéressant de goûter à l'aveugle, à température... Mais disons que c'est pas un vin qu'on vend comme un rosé, les gens qui l'achètent ils savent. Et... On voit bien là, Florent, le terroir quand même dont parle Marjorie depuis tout à l'heure. Donc les schistes, c'est magnifique. Ils sont dans les deux endroits où ils sont un peu plus décomposés. C'est friable, voilà, complètement friable. Celui-là, je pense que voilà. Ça, c'est vraiment... Et il faut s'imaginer qu'en profondeur, c'est comme ça. C'est-à-dire que la vigne, c'est très facile pour elle de venir s'infiltrer au contact de la roche. Alors, on a l'habitude de dire que la vigne fait son terroir. Généralement, les endroits où il y a de la vigne depuis des siècles sont des très bons terroirs parce que justement, la vigne... au fil des ans, va explorer de plus en plus le sol et les racines de vigne ont une activité d'excrétion de déchets qui viennent contribuer et encore renforcer la dégradation de la roche, en plus de la pluie, etc. Et donc ici, là, c'est la chance qu'elles ont ces vignes, c'est qu'on est dans un climat très sec. Quand il y a des pluies d'hiver qui viennent recharger la roche, c'est là qu'elle trouve la solution. Et pour nous, tout notre travail vise à avoir des racines le plus en profondeur possible pour que les vignes puissent passer les étés difficiles, puissent réussir à faire mûrir les raisins. Une chose qui est intéressante sur les sols sablo-schisteux comme ça, c'est que justement, comme la nuit, c'est des sols qui se refroidissent, ça fait un vrai repos pour les vignes. Et le fait d'avoir les racines dans un environnement plus tempéré, aide vraiment la vigne à réguler toute sa physiologie beaucoup plus facilement. Si elle souffre aussi la nuit, c'est là qu'elle décroche. La nature est belle. Ouais. La vigne est une plante hyper résiliente. C'est de la folie. Et là on voit bien tout ce cirque là devant nous, avec les différents vallons. Voilà. Au fond on a les corbières.
Au fond, les corbières. Des corbières. Normalement, on voit le pic de Bugarache. Là, vous voyez, là, cette lune, là, Ouais. Ça, c'est le bois, c'est les chênes ici, qui viennent pomper de l'eau et concurrencer les souches de vignes qui n'ont pas réussi à s'implanter. D'accord. Et ça, on ne peut rien y faire, ou sinon, il faudrait arracher les arbres. Alors, le bois est un vrai atout. Il y a son intérêt aussi, oui. Il a un vrai intérêt pour la biodiversité, pour l'ombre, etc. Mais il ne faut pas oublier que dans des régions comme les nôtres, il vient aussi énormément concurrencer la vigne. Et sur des parcelles de petite taille, ça prend une importance énorme. Finalement, on finit par exploiter que le centre. Il domine de manière à prendre le maximum d'eau avant la vigne. Voilà. Ah oui, chacun prend pour sa survie, là. Ouais. Donc les grenaches, ils sont ici. Grenache gris, là on est dans les carignans. Carignan gris, grenache gris là-bas. C'est vrai que pour le millésime 2023... Là aussi il y a du mildiou. Le carignan il est hyper sensible au mildiou. Il y a 2 mois, on rêvait d'en avoir du mildiou parce que ça aurait voulu dire qu'on avait de l'eau. Donc le mildiou, c'est le côté les feuilles. C'est quand il y a du. C'est flétri. Un feutrage. Alors, maintenant je vais pas en trouver parce que c'est une cherche. Bon, c'est pas méchant, hein, il y a pas. Il en faut un tout si petit peu. peu. Ça veut dire qu'on a de l'eau. Donc ça veut dire qu'il y a eu un petit peu d'eau. Beaucoup de grappes qui sont là. Oui. Peut-être un peu trop, là il va falloir soulager surtout les souches un peu faibles parce qu'elles ne vont pas réussir à aller au bout. Les vignes, c'est quelque chose qu'on a remarqué avec la biodynamie, c'est que les vignes sont vraiment orientées vers la fertilité. Elles ont une fertilité qui n'a rien à voir avec ce que c'était avant. Et c'est pas forcément une réponse qu'on cherchait. D'accord. Mais voilà, c'est quelque chose qui est arrivé. C'est-à-dire que généralement, on va avoir une mise à fleur importante, une floraison qui tient. Donc, et là, pour le coup, les vendanges se déroulent uniquement à la main. Tout à la main. Sur tout le domaine. Ouais, ce serait d'abord il y a beaucoup de parcelles qui seraient difficiles à vendanger à la main. Et on le voit ici, hein, voilà. de toute manière. En plus, je trouve le passage de la machine un peu traumatisant pour les vignes. Bon, il y a le fait qu'elles soient secouées, ça, on n'a jamais trop prouvé que ça les stressait, mais je trouve que le feuillage est pas mal abîmé derrière. Oui, c'est vrai. Et il faut savoir que quand on a coupé le raisin, la vigne elle a encore un feuillage en bel état, il fait beau, toute l'activité photosynthétique va être orientée vers la mise en réserve dans le vieux bois, ce qui va assurer un bon départ végétatif l'année suivante, parce que la vigne quand elle ne débourre que sur les réserves du vieux bois, tant qu'elle n'a pas un feuillage développé. Et donc voilà, la vendange à la main respecte vraiment le feuillage et fait que derrière, en plus, nous, on vendange relativement tôt, donc les vignes ont quand même une grande arrière-saison sans raisin pour vraiment faire de la mise en réserve. Donc dans la région, c'est vous qui ouvrez le bal assez souvent. Hein. Après, il y a des secteurs plus précoces que nous, comme Rivesaltes, mais ici, oui. Du coup, vous êtes un repère pour... Je ne sais pas si on est un repère. Mais bon, chaque terroir est différent quand même. Malheureusement, on ne peut pas caler sa date de vendange sur celle du voisin parce que l'itinéraire cultural n'a pas été le même. Et puis, moi, je crois qu'il y a quand même une cohérence à respecter, à avoir, surtout de la taille jusqu'à la mise en bouteille. Et la cohérence, on la trouve quand même en faisant un peu d'introspection et en restant un peu, en essayant d'observer ce qui se passe chez soi. Et du coup, le domaine Roc des Anges, qu'on connaît et que beaucoup de gens connaissent, c'est par rapport à votre cuvée sur les vieilles vignes de 1903. Oui. Et donc, donc ces vignes de 1903, au niveau du terroir, elles se situent où par rapport à... Alors, elles sont près du village. De l'autre côté, du village. Près du village, c'est des parcelles qu'on a achetées dès le début, en fait, qu'on a eu dans le premier lot, qui n'étaient pas en bon état. Il y a un loriot.
Alors, C'est le un loriot. oiseau- le loriot, c'est un oiseau jaune vif qui est magnifique, mais qui est très timide. C'est lui qui chante là. Ah oui. Petit ou... Non, non, et je crois qu'il est de la famille des corvidés, il est assez grand. Ah oui, quand même. Il est tout jaune. Ah, il est très très jaune. Quand il s'envole, on ne peut pas le louper. On l'entend siffler. Ouais. Donc là, pareil. De ce côté, vous êtes chez vous là? Donc ça, c'est une vigne un peu plus jeune. On passe sur du grenache blanc et grenache gris. Ouais, on voit vraiment que on passe limite, on peut dire d'une vallée à l'autre. Voilà. Et Là, on est sur la crête. Là, on est exposé ouest. Donc là, c'est une D'accord. exposition plus chaude. C'est plus précoce. On mange toujours plus tôt ici. Et on fait attention de ne pas laisser trop longtemps parce que sinon, ça peut être marqué par le... C'est quel cépage là? Grenache gris et grenache blanc qu'on plantait. D'accord. Et donc en face, on a aussi, là où il y a, vous voyez le casotte, Oui. un peu, on a un grand morceau de carignan avec un yadonneur pelu, le petit carré au milieu. Après, quand on remonte sur la droite, un grenache gris en massale. Et après, là-bas, on a pas mal de vignes aussi. D'accord. Et bon, on voit, hein, tous les fonds de vallée, c'est des bois. Oui. Y a Bois garrigue. On se rend compte, en fait, quand on vient le soir ici, quand il n'y a plus de bruit dans la vallée, là on entend et on se rend compte de la diversité d'espèces parce qu'il y a plein de champs, c'est hyper riche. Et c'est plutôt très bien bon, il y a un recul de la vigne, mais bon, qui est triste parce que voilà, c'est des gens qui ont arrêté, qui n'ont pas continué, ou qui n'ont pas transmis. Mais en même temps, ça donne plus d'espace à la faune. Bien sûr. Et je pense que c'est plutôt bien. Il le faut maintenant, de plus en plus. Voilà. Il faut trouver l'harmonie, concilier les deux et moi je pense que c'est nécessaire. Et plus ça va, plus on y va comme ça. Ah oui. On a le temps idéal là pour regarder. Ouais, alors c'est du marin là qui. Ouais. Donc ça va pas assécher trop. Mais... Ça va pas assécher trop. Des fois il suffit d'un peu de marin pour avoir. Mais ça tombera pas avec ça. Non, non, ça tombera pas. On a le canigou en face. Ah voilà. On va faire le tour là. Plein cœur des côtes catalanes. Il y a des grappes, il y a des grappes. Plein de grappes. Il va falloir faire des choix. Ça c'est un cépage très tardif. C'est un cépage qui était beaucoup utilisé pour faire des... C'est un vieux cépage dans le coin. Ouais. Moi je me souviens d'avoir goûté des vieux millésimes. Ouais. À l'époque c'était, comment il s'appelait? Vaquet, Bernard Vaquet. Oui, oui. Qui était le spécialiste des vieux millésimes. Oui. Après on n'aimait pas. Mais il aimait ce côté oxydatif. Oui, alors je pense que nous on l'a planté pour faire du sec, mais je commence à me dire que c'est quand même un cépage à vin doux. Il a toutes les qualités pour. Et je serais tentée de l'essayer. D'essayer un vin doux. Parce que là vous avez, sur le domaine, vous avez un muscat. Non, on a un muscat qu'on fait en sec. On va passer par là. Mais qui s'appelle pas muscat sec, c'est chaman. Pour nous c'est un côte catalane. Et on a des morilles après qu'on fait. Oui. Et bon, on continue à produire des vins doux, hein, ce qui n'est pas simple parce que ça nous rajoute une semaine de vendange. Ouais. Mais bon, c'est vrai que c'est un style de vin qui est de moins en moins produit, donc c'est bien si quelques-uns continuent à en faire. D'accord. On sait qu'on connaît les sensibilités de chaque parcelle, on connaît leur comportement en maturation. Vous connaissez complètement. Ouais, alors on se fait surprendre quand même des fois. Ouais. Mais c'est ça qui est bien dans ce métier, on peut jamais se dire j'ai tout compris, ça y est, j'y suis arrivé, parce qu'il y a toujours une parcelle ou deux pour nous. Et moi je suis admiratif parce que vous travaillez à deux, en couple. Ouais. Et j'ai l'impression que en fait, depuis le départ, vous n'êtes pas trompé et vous pensez la même chose. Vous avez l'objectif
la voir sans la voir, puisque de toute façon c'était au plus profond de vous, et j'ai l'impression que vous faites confiance complètement, et vous vous retrouvez... Oui. Après l'intuition féminine pour puis la délicatesse, même au niveau des vins, à mon avis ça a son influence. Oui, après Stéphane a beaucoup d'intuition, beaucoup de délicatesse aussi. Je le pense aussi, ouais. Je le pense aussi. C'est sûr que je pense que c'est ce qui fait notre force, c'est qu'on est deux, très honnêtement. À deux, on est vraiment plus fort que tout seul. Ça veut dire que parce que c'est un métier où quand même on fait un peu les montagnes russes, hein, parce qu'on est face au climat et on est bien peu de choses face au climat et on est face au vivant aussi, au vignoble et dans la cave. Bien sûr. Dans la cave, les vins parfois ils vont pas forcément là où on veut et donc c'est pas toujours facile à accepter et en tout cas quand il y a un souci ça nous affecte énormément et là où c'est intéressant d'être deux, c'est quand il y en a un vraiment qui accuse le coup, l'autre par réflexe c'est quasiment intuitif, il va compenser, et ça c'est énorme parce que je pense que c'est un métier dans lequel on peut se décourager et puis on peut finir par... moi ça m'arrive, hein, parfois je me sens vraiment toute petite face à une montagne et je me dis j'y arriverai jamais. Et bon, ça dure pas heureusement, mais ça dure pas aussi parce qu'on est deux, parce que on est quelque part, on est comme une entité, comme un cheval à deux têtes. Et moi j'ai vraiment ce sentiment et c'est vrai qu'on est en phase sur les vins. Bon, des erreurs on en a fait, on s'est trompé souvent, mais c'est parce qu'on s'est trompé qu'on a appris. Justement. Et on est un tandem quasi indissociable. Moi je sais qu'aujourd'hui, quand je parle de vous, vous êtes considéré dans le milieu comme un modèle, hein, dans la région, hein, de toute manière. Et je pense qu'on est un modèle peut-être pour les couples aussi, parce que beaucoup nous disent mais comment vous faites pour travailler ensemble En plus, mais nous on adore. Alors j'espère que c'est suffisamment grand en même temps, donc. oui, non, mais on adore travailler ensemble, on adore être ensemble, donc. Il y en a beaucoup comme ça. Et chacun a sa partie réellement. Oui, c'est vrai qu'on a nos espaces entre guillemets d'intimité. Moi, je suis beaucoup plus en cave que Stéphane, qui est beaucoup au vignoble. Donc, on n'est pas non plus tout le temps ensemble. Et c'est vrai qu'on se fait confiance, quoi. Ce que je fais sur les vins, il y a des opérations, je ne demande pas à Stéphane avant, et puis lui de même à la vigne. Il y a une vraie synergie. Vraie synergie, ouais. Et on est une bonne équipe aussi parce qu'on connaît nos points faibles et généralement le point faible de l'un c'est le point fort de l'autre. Donc on s'en sert, c'est ça qui est exceptionnel. Chacun se nourrit. Dans l'histoire du couple, du tandem, parce qu'il y a des gens qui sont associés et qui fonctionnent de la même façon. Mais je pense que la dimension presque émotionnelle où l'un peut porter l'autre et inversement dans les moments difficiles, c'est loin d'être anodin parce que pour faire bien on a besoin quand même que ces moments-là durent pas trop longtemps et en même temps il faut les traverser aussi parce que je pense que c'est ce qui donne de la profondeur à notre travail. Et ça se ressent dans les vins, forcément. Oui. Le vin, forcément. Il raconte tout. Hein. Oh là là. Le vin est le reflet de l'âme. Et là, il y en a deux. Hein. Alors, elle est vraiment... elle a été plantée en 2008. C'est Stéphane qui l'a plantée. Et je me souviens même, il y a une zone là sur le mamelon où c'est vraiment plein de cailloux. Et le schiste ici est beaucoup plus dur que là où on était. C'est-à-dire que voilà... J'ai dit qu'on est sur schiste, mais entre la partie est du village jusqu'à la partie ouest, le schiste va beaucoup changer. Il y a des endroits où il est très friable, des endroits où il est plus en bloc, plus solide, des endroits où il est très riche en fer, des endroits où il va être plus bleu. Donc là encore, je pense qu'on a beaucoup de parcelles qui sont sur des schistes, mais des schistes assez différents. Donc là, on le retrouve plus en profondeur? Non, là, il est quand même là quand il laboure, il le sent. Ah oui.
Donc ici, c'est un secteur où c'est quand même plus difficile pour la vigne parce que le schiste est plus dur. Et donc, elle, c'est une vigne qui a vraiment, dont on s'est beaucoup occupé au début parce que justement l'implantation dans ces secteurs-là est plus difficile. Et même pendant pas mal d'années, hein, elle, l'été, pour elle, c'est pas facile. Hein. On va avancer un peu parce qu'on va comprendre. Là, on est dans les rangées du bord, elles sont rigoureuses. Mais... Et elle c'est une vigne qui lutte beaucoup pour sa survie. C'est-à-dire une intensité quelque part de vie. C'est une vigne qui s'accroche, c'est toujours accroché. D'accord. Pour survivre et aussi pour faire mûrir ses raisins. Et je trouve que dans le vin, parce que c'est cette parcelle qui est dans Iglesia maintenant, moi je ressens cette intensité. D'accord. Voilà, ce côté, mais je vais y arriver, je m'accroche et ça, je trouve ça chouette quand dans le vin, on ressent ces choses-là. Moi, j'ai souvent eu le sentiment que je trouve que la vigne, c'est un végétal, bon, comme tous, mais bon, forcément, on est plus proche de la vigne. Elle est très réceptive à ce qu'on lui fait, aux soins qu'on lui apporte. Et je suis assez impressionnée sur les derniers millésimes qui étaient des millésimes difficiles. 2022, très chaud, très sec. 21, très sec jusqu'au dernier moment. On a une petite pluie qui a aidé, mais assez difficile tout le long. Les vignes, j'ai l'impression qu'elles franchement, elles font le maximum pour nous donner du raisin et du bon, c'est-à-dire qui nous permet de faire des vins qui ne sont pas marqués par la chaleur ou par la sécheresse. Il y a une oreille, hein. Quand elle est bien traitée, c'est toujours pareil, c'est un échange. Et je pense que ça c'est permis quand on travaille au moins en bio, c'est-à-dire quand la vigne, et je trouve que la biodynamie a ce côté, moi c'est vraiment ce que je ressens, où elle amplifie et elle permet une connexion vraiment très étroite entre la vigne, très étroite et très dynamique entre la vigne et son sol. Et ce qui permet à la vigne de trouver des solutions dans les cas difficiles. Il n'y a qu'un enracinement bon et comment dire, et actif qui permet à la vigne de s'en sortir sous nos climats. Parce que voilà, c'est quand même très... Là, au-dessus, on a une belle vue quand même. Donc là, on est sur un terroir différent quand même. Et à côté, c'est un jeune carignan qui a été planté en 2011. Et là, on a plus de surface, de schiste en surface. Dans la caillasse. Ouais. Ah oui. Ce qui est très bien pour un carignan jeune, ça lui permet de pas... Vraiment dans la caillasse. De pas trop s'exprimer. À 5 mètres d'intervalle, le terroir est complètement différent. Alors ici, c'est une zone où on voit qu'il y a un peu moins de bois que là où on était parce que c'est plus dur, beaucoup plus venté. Et forcément, on est sur des mamelons, hein, donc il y a moins d'eau, donc l'implantation des arbres a toujours été rendue plus difficile. Quand je vois les vignes, je me dis qu'il ne faut plus qu'il pleuve, en fait. Non. Je pense que c'est bon maintenant. Là, le peu que vous avez eu était... On a le temps de tout attacher, de tout... Je me souviens, on s'était vu quand, au mois de février? Oui. Ah, vous étiez en stress par rapport à... Mais jusqu'à... En fait, ça fait 3 semaines qu'on a eu le premier orage. On se disait, bon, voilà, c'est mort, c'est foutu. Et c'est vrai que les premières pluies, on a ressenti... En fait, je ne sais pas si j'avais ressenti une joie pareille. Parce que c'était une joie pour le vignoble, mais c'était aussi une joie pour tous les autres arbres qui souffraient. Il y a des arbres qui commençaient à mourir. Et c'était vraiment, je ressentais de la joie pour toute la nature parce que il y avait un tel besoin d'eau. C'était et c'est vrai que ça nous a enlevé une chape de plomb au-dessus de la tête. Ça a libéré beaucoup de choses, beaucoup de choses. Bon, c'est dommage, c'est tout tombé d'un coup comme ça. Chose faite, oui, mais bon, on va pas. Mais c'est tombé. On va pas se plaindre parce qu'il y a des secteurs qui n'ont pas eu grand chose. Et ici, le triangle Estagel, la Tour de France-Montnay, les anciens ils appelaient ça le triangle de la soif. C'est-à-dire qu'habituellement toutes les pluies s'arrêtent aux portes de ce triangle. Et cette année, c'est plutôt dans ce triangle qu'il a plu, au mois de mai et juin. Ça devait être comme ça. Ça devait être comme ça. Voilà. On n'est pas à bout de nos surprises. Hein. Ah mais c'est sûr, la nature, quand elle est respectée, elle fait attention. Certaines choses. Et on pense d'ailleurs que les vignes et les arbres fruitiers ont fait
autant de fruits parce qu'il y a un mécanisme, hein, quand un arbre sent qu'il va mourir, il fait énormément de fleurs et de fruits. Parce que voilà, il se dit je vais mourir, je mets le paquet dans ma descendance. Et moi je pense que cette année, c'est ce qui s'est passé sur les vignes, ce qui s'est passé aussi sur, on voit les abricotiers, les pêchers, plein de fruits. C'était un réflexe de survie. Et le ciel a envoyé de l'eau en même temps, donc ça fait que ces fruits en plus peuvent aller au bout que les arbres vont survivre. C'est beau, ça finit bien. J'ai une question, Marjorie. Est-ce que c'est trop loin pour y aller, jeter un coup d'œil au 1903? Non, en redescendant, on y passe. Vous aviez prévu? Ouais. Trop forte? Voilà, on doit avoir... J'y crois pas parce que quand il y a du marin ici, franchement ça rafraîchit. Ouais. C'est généralement l'été. Ah tiens. C'était un... Oh la huppe. Une huppe là, et là, deux le couple. Et là, il y a un faisan là, non? Ouais, c'est des perdrix. Des perdrix peut-être plutôt. C'est magnifique. Les huppes, j'adore, j'en ai dans le jardin. Ouais. On en a une au domaine aussi, c'est chouette. C'est majestueux comme on dit. Un joli bec. Ouais. Ça va chercher loin en plus. Hein. Ouais. On voit bien le sol là. Là, on peut se mettre vers l'amandier. Là, on a la vigne, le sol. Ouais. Non? Ouais, c'est bien là. Là, on est face à un schiste vraiment hyper décomposé, hyper friable. Là, c'est le degré maximal qu'on puisse trouver. C'est vraiment de la... Ouf. Ouais. Alors, riche en fer, on voit la couleur. Ouais, bien sûr, couleur de la rouille. Voilà. Et les racines, le système racinaire descend. C'est trop facile, on voit il y a des plantes qui poussent à même le schiste. L'amandier pousse à même le schiste et il est pas vilain. Pour 7-8 mètres dans le sol là. Ah oui, là c'est... Ça pour la vigne, c'est du... On voit, vous voyez, toutes les petites racines, c'est des petites plantes, mais ça contribue à le dégrader encore plus, ce schiste. Ah, c'est des roches absolument... C'est friable de chez friable. Ah, on voit toutes les passes de fer. Dis donc. Et ça, c'est vraiment une vigne qu'on a eue dans le premier lot de vignes qu'on a acheté. Elle est vraiment historique. Le domaine Roc des Anges, du coup, Marjorie et Stéphane Gallet. Oui. Création du vignoble 2001. 2001. Donc, vous arrivez de études montpelliéraines, je crois. Oui, on a fait l'agro à Montpellier, donc on a étudié l'agronomie et l'œnologie. Ouais, la viticulture et l'œnologie. Donc après, vous êtes parti sur la région parisienne? Non, non, un petit non, peu. On est en fait, donc Stéphane était, donc moi je suis plus jeune que Stéphane, donc quand il est sorti de l'école, il a été embauché ici dans la région. Donc moi quand j'ai terminé l'école, je l'ai suivi. J'ai fait mon stage de fin d'études au domaine Gobi, donc qui était chez Gérard Gobi. Chez Gérard, voilà, qui était une excellente porte d'entrée dans la région parce que là-bas j'ai appris plus, j'ai pas forcément appris de la technique ou une façon de faire les vins. Je pense que j'ai plus appris la relation à la vigne, la relation au lieu. Et c'est vrai que quand on s'est rencontré avec Stéphane à l'école d'agro, on avait assez rapidement, c'était clair pour nous qu'on voulait monter un domaine et travailler ensemble. Donc moi, quand j'ai fini mon stage de fin d'études de DNO chez Gérard, je ne sais pas si j'avais des projets. Il se trouve surtout qu'avant de le finir, on nous a proposé des vignes à acheter ici. Et c'est des vignes qu'on avait vues 15 jours avant, je crois, en se baladant le week-end.
Et parce qu'on a été assez vite aimanté par cet endroit. Comme par hasard. Parce que cette roche nous rappelait beaucoup Côte-Rôtie où on avait travaillé. Moi, je suis originaire de cette région, de l'autre côté du Rhône. Donc, et Stéphane avait beaucoup vinifié à Côte-Rôtie. Donc, je pense que voilà, on a été assez vite aimanté par ce lieu, par ce terroir. Et le hasard a fait que voilà, c'est sur ce terroir qu'on nous a proposé des vignes à acheter. Est-ce que c'est vraiment le hasard? Non, justement, moi je crois que le hasard n'existe pas. Et donc, pour moi, là, c'était assez naturel. Voilà, on ne s'est pas posé de questions. On a créé le domaine. On est parti de 10 hectares de vieilles vignes qui étaient ici. Et donc, Stéphane est resté pendant 8 ans dans le domaine dans lequel il travaillait. Il m'a rejoint au bout de 8 ans, ce qui nous a permis d'accélérer sur pas mal de sujets, sur la biodynamie, sur des plantations en massal. Voilà, il y a eu, le domaine a pris une autre trajectoire quand il m'a rejoint. On a eu 2 caves, on a commencé dans une vieille cave à Tautavel, donc on louait, une vieille cave à Vindoux. Puis on a acheté une bâtisse ici qu'on a retapée, où on est resté quelques années. Et pour finir, on a décidé de construire dans la zone de plaine, qui nous attirait parce que bon, il y a un réseau d'irrigation qui permet voilà, d'avoir des arbres fruitiers, d'avoir un potager. Donc ça s'est fait en plusieurs fois. Voilà. Et donc on s'est installé on a construit cette nouvelle cave en 2014, où on est depuis. Et là aussi, à chaque changement de cave, il y a eu une évolution des vins. Parce que chaque fois qu'on change de lieu, il y a des gestes qui changent. La somme de tous ces petits changements donne un autre style. Et puis l'énergie du lieu aussi va influencer les vins. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure dans la cave, l'évolution aujourd'hui en 2023. Donc aujourd'hui le domaine, c'est 45 hectares de vignes. 40, donc en biodynamie. Oui. En biodynamie. Quasiment 50-50 en blanc et en rouge. Oui, c'est ça. Beaucoup de cépages méditerranéens. Déjà, beaucoup de cépages. On est vraiment dans la tradition méditerranéenne. Donc en blanc, on a Grenache blanc, Grenache gris, Macabeu, Muscat, Malvoisie, Carignan blanc, Carignan gris. Voilà, 7 cépages. Et en rouge, Carignan, Grenache, Syrah, un peu de Mourvèdre, Cinsault. Voilà. Ouais, j'en oublie pas. Puis aujourd'hui, une reconnaissance certaine des gens du milieu, des restaurateurs, des sommeliers, de pas mal de gens, moi qui me sollicitent pour savoir où en est le domaine Roc des Anges, comment on peut avoir quelques flacons de vos jolis crus. Et moi je leur dis, de toute manière, il n'y en aura pas pour tout le monde, puisqu'il n'y a pas de vente directe à la propriété, très peu en tout cas, et puisqu'il y a énormément de demandes pour la restauration haut de gamme, et puis mes confrères sommeliers aussi rêvent d'avoir des flacons, que ce soit la 1903, dont les vignes sont juste au-dessus de nous, très agréable, et de pouvoir partager ce moment aussi, pas préparé du tout, on est bien d'accord. Donc maintenant on va se diriger vers la cave, je pense, et puis on va faire quelques dégustations, et puis forcément il va y avoir de jolis commentaires, mais surtout des découvertes. Des découvertes. Voilà. Ben on s'avance. Bien sûr, toi. Nous arrivons dans l'antre. La construction du domaine, là, cet aspect cubique ou rectangulaire n'est pas par hasard non plus. En fait, l'idée... C'est un choix de départ. J'ai grandi dans l'Isère et il y a beaucoup de fermes avec des cours carrés comme ça. Et l'idée, c'est que c'est très ouvert à l'extérieur. On est sur un terrain assez ouvert. L'idée, c'était d'avoir un espace un peu plus intime, un peu plus... Et il y avait une petite ambition d'arrêter le vent, qui ne marche pas du tout. Il aurait fallu faire beaucoup plus haut. Mais bon, voilà, je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'avoir, à l'extérieur, c'est grand, c'est vaste. Et ici, on a quand même quelque chose de plus intime, de plus... Et puis, en termes d'exploitation aussi, c'est super pratique d'avoir 4 bâtiments qui se répondent. Ouais, ça c'est bien. Ouais. Toujours un passage. Voilà. Bon, la cave, c'est le bazar. Ici, on est sous terre.
On est sur sol naturel, donc là où il y a le gravier, on est sur sol naturel. Donc c'est vraiment un lieu qui est avec une température, une hygrométrie intéressante. Hein. Là, 88 88% d'hygrométrie, Il fait 15 degrés. Ouais. C'est des grosses pièces, ça. C'est des 500 litres. On utilise beaucoup ça. Donc ici, ce lieu, alors quand on a construit le bâtiment, on a fait faire une étude géobiologique du terrain. Surtout pour éviter de positionner le bâtiment sur une faille, sur une zone pathogène, sur une zone qui n'était pas une zone intéressante pour vivre. Et il se trouve que le gars qui nous a fait l'étude nous dit vous avez un réseau sacré qui passe sur la parcelle. Donc c'est une bande de 22 mètres qui a un taux vibratoire qui est généralement propice à la méditation, à la prière. Et c'est sur ce réseau sacré que sont construites les cathédrales, les églises, tous les édifices religieux. Et donc, du coup, le bâtiment n'aurait pas dû être là. On l'a déplacé avant de construire pour le positionner sur le réseau sacré. Donc, et notamment la partie dans laquelle les vins sont au repos en élevage, donc notamment ce chai, on l'a vraiment positionné dessus. D'accord. Voilà, et dessous, le sol, c'est quoi? C'est une bande de silex Alors ici, en fait, on est en zone de plaine, donc on a de la profondeur de sol. Mais quand on a creusé, en fait, au coin là-bas, on est tombé sur du schiste. Et dès qu'ils ont donné un coup de pelle dans le schiste, il y a de l'eau qui est sortie. C'est-à-dire qu'on a la nappe phréatique qui est très proche. D'accord. C'est elle qui nous permet d'avoir cette hygrométrie naturellement, en plus du fait qu'on est enterré. Et ce qui est intéressant, c'est que ce lieu-là, il est vraiment connecté à la terre. D'accord. Il respire avec la terre. Et je pense que pour les vins, c'est hyper important. Nous, on a vu un vrai changement dans l'élevage des vins, dans l'état dans lequel les vins se trouvaient en fin d'élevage, par rapport à l'ancien chai, qui était un chai aérien, en plus avec pas mal de trous, parce que c'était une vieille bâtisse, donc dès qu'il y avait de la tramontane, il faisait 20% d'hygrométrie. Là, ici, donc il y a moins de houillage toutes les semaines, et du coup, les vins finissent moins concentrés, parce qu'il faut savoir que dans un chai trop sec, le vin peut prendre un demi-degré d'alcool pendant l'élevage, pas par le biais d'une fermentation, mais par le biais de la concentration. Et cet alcool-là, il ne s'intègre pas de la même façon au vin. Il a tendance à vieillir le vin, à le rendre un peu brûlant. Et puis, quand un vin se trouve dans un fût, c'est mieux si l'alcool monte pas en cours de route, parce que l'alcool, c'est un solvant, donc ça va extraire. Ça modifie énormément l'imprégnation du bois dans le vin. Donc ça, c'est vraiment, je veux dire, c'est une pièce maîtresse dans la cave, et c'est elle qui influence les vins dans leur évolution future en bouteille. Parce que pendant l'élevage, ils ont été dans des conditions d'hygrométrie, de température parfaite, avec un rapport au bois totalement différent. On peut goûter le foudre d'Oka, qui est encore en élevage. Non, il y a beaucoup de choses vides. Il reste Himalaya, Oka et puis Vaila. Je vais chercher un verre là-haut. Vous avez plusieurs tonneliers ou pas? On va dire qu'on en a 3, mais on en a un principal. Et on travaille sur de la chauffe plutôt légère. Pas de pied au verre, c'est pas la peine. Non, je suis une grosse casseuse de verre. Et généralement, ils ont du mal à résister. Et bon, quand il reste quand même de quoi déguster, je les garde parce que... Donc là, on déguste Oka 2022. Voilà, l'Oka 2022 qui est en élevage encore jusqu'au mois d'octobre. D'accord, donc mise en bouteille fin d'année. Ouais. Alors l'Oka, c'est un macabeu planté avant 1917 sur un terroir qu'on n'a pas vu, qui est argile ocre, galets calcaire et silex. C'est sur Tautavel, c'est un plateau, c'est magnifique. C'est un sol qui a beaucoup de complexité et qui est intéressant, très intéressant pour le macabeu parce que l'argile apporte de la réduction. Et le macabeu, quand il a de la réduction, ça lui donne de l'énergie, ça lui donne de la vibration. Voilà. On a un macabeu sur argile-calcaire silex, donc là on a un macabeu sur les schistes sableux, pireille, qui sont très différents. Et le macabeu, pour moi, c'est un des cépages qui est
plus exprimer les différences de sol, les différences de lieu, parce que c'est un cépage qui est très neutre aromatiquement. Donc ça, si on est méchant, on dit ça, mais c'est un cépage qui a peu d'arômes variétaux. Alors donc, moi, c'est la base que j'avais que dans ma connaissance de Macabeu, notamment dans le coin. Là, à l'aveugle, je suis au nez, je suis incapable de mettre ça sur du Macabeu. Ah oui, non, c'est... Bon, peut-être par rapport à l'élevage, qui a déjà... Ouais, même. Mais là, je... Il est totalement... on retrouve le côté silex, on retrouve oui, c'est ça, cette trame fumée minérale. Au nez, rien qu'en le sentant, on salive, on sait que ça va être minéral. Et cette réduction-là qui est apportée par l'argile, je trouve que c'est une réduction qui anime beaucoup les bouches, qui les rend très excitantes. Mais c'est limite beurré un peu. Oui, voilà, mais c'est typique. Et sur les schistes, on n'aura jamais ces profils-là. On voit qu'il a besoin, que c'est bien qu'il aille jusqu'au mois d'octobre. C'est un peu... tout est là, mais disons que c'est dissocié, il manque cette impression d'unité. Pour moi, c'est ça qui fait sur la fin du milieu de bouche et la finale. Ouais, c'est-à-dire que ça tire un peu plus. On fait un peu les montagnes russes. et oui, il manque tout simplement cette impression d'unité qu'on a dans un vin. Pour moi, c'est ce qui me fait dire que ça peut être mis en bouteille. Là, il va gagner en volume, encore. En fait, c'est comme si là, c'était un brouillon. Un brouillon avant une peinture, là, où il y a des traits qui vont être effacés par la suite. C'est un joli brouillon quand même, oui, parce qu'il y a beaucoup de vignerons qui aimeraient avoir un brouillon comme ça, un produit fini. C'est des dégustations qui sont des dégustations d'élevage, sont des dégustations vraiment très particulières parce qu'on goûte quelque chose, justement, on goûte des brouillons, on goûte des esquisses, et c'est comme dans l'art, l'amateur de peinture flamande, il va peut-être pas aimer les brouillons de ces peintures flamandes, ou il va peut-être pas les comprendre. C'est une dégustation qui demande énormément de conviction, qui demande voilà. C'est très prometteur, vraiment. Moi, je pense que ce sera bien. En production, c'est des petites quantités, là. Oui, c'est des petites... Ouais, il y a 3000 bouteilles à peu près tous les ans. Guère plus, hein. Une autre chose à découvrir? Alors là, dans les foudres, il n'y a plus rien. On peut goûter Piveille. Donc je demande l'autre Macabeu. Alors lui, il lui reste un peu de sucre. Hein, donc là, c'est pareil, du coup, pour se projeter, il faut goûter, et il faut, dans sa tête, mentalement, effacer le sucre pour voir ce que ça donne. Là, c'est un Macabeu planté en 1947, à 300 mètres d'altitude. On revient sur les schistes sableux. Alors, il y a 20% de grenache gris complanté avec le Macabeu dans la parcelle. Donc, la comparaison pure avec le Macabeu n'est pas... Mais ici, on est dans un endroit donc, qui est en plein vent, avec ce sol très superficiel, donc un sol voilà, où il y a beaucoup de cailloux. C'est très floral, on est. Ouais. Et il y a pour moi, dans ce vin-là, c'est une vigne qui est entourée d'un bois, et il y a un vieux pin à l'entrée de la parcelle, d'où son nom, Piveille. Il y a les aiguilles qui chauffent au sol, ça dégage une odeur et que je retrouve dans ce vin. Mais complètement. Ouais, voilà. Complètement. Les aiguilles de pin qui sont en pleine chaleur et le côté résineux, le côté très délicat du pain qu'on aime. Et je l'ai au premier nez, je n'ai même pas aéré le vin. Alors, je trouve que de tous nos vins, c'est presque celui. Alors peut-être parce qu'il est dans un environnement exceptionnel et qu'il a des choses à raconter, mais c'est celui qui arrive non seulement à parler de son sol, mais aussi de l'environnement, du lieu. Et il y a ce côté aérien qui me rappelle moi beaucoup le vent. Et là où je trouve que ce vin est remarquable, c'est qu'on a la longueur sans puissance. C'est de la longueur dans l'aérien. Et ça, c'est impossible de le fabriquer en cave.
impossible. Non. L'œnologie, même la plus perfectionnée, ne peut pas le faire. Là, c'est le terroir voilà, qui parle. Une vigne donnée, une génétique donnée, sur un sol donné, dans un endroit donné. Alors, forcément que la date de vendange va influencer, Oui, etc. et en attendant, c'est un cadeau de la nature. Voilà, c'est ça. Là, on est face au génie de la nature et je trouve ça hyper rassurant de me dire que l'homme ne peut pas fabriquer ça. Il atteint sa limite. Et c'est bon de savoir qu'il a une limite. Ça me donne des frissons. C'est juste le nez, je ne l'ai même pas goûté, je ne l'ai pas mis en bouche. Bon, on ne parle plus d'appellation parce que c'est même plus la peine d'en parler. Alors, il faut, là, ce que je dis en bouche, il doit avoir à peu près 3 grammes de sucre. 3 grammes, c'est énorme pour cette matière-là. C'est des matières, il faut vraiment que ce soit sec, en dessous d'1 gramme. Il faut essayer de mettre de côté ces 3 grammes de sucre pour se projeter. Bon, on a déjà une impression, on comprend la longueur par la finale qui se prolonge et qui est... Pour moi, ce vin, il fait comme ça. Et il se prolonge comme ça, sur un côté un peu en suspens. Et il avance, et il avance, et il va loin. Mais il va loin dans quelque chose de très éthérique, quelque part. Une très très belle longueur. Hein. Et, mais une longueur sans aucune lourdeur, sans aucune puissance. Non, il y a toujours... On sent la légèreté. Ça, c'est parce que incroyable. le sucre résiduel va... Le sucre, il encombre le début de bouche. Ça, c'est évident. Il ne faudrait surtout pas le mettre en bouteille comme ça. Hein. Non, non, Là, non. ce serait parce que sur des matières fines comme ça, ça pèse trop sur le vin. C'est des fûts d'un premier vin? Ça, c'est du 21 et il y a une deuxième fût de 22. D'accord. Et ça, Piveille, pour le coup, le nom, on connaît. Hein, c'est le pain qui donne le nom à cette cuvée. Et c'est comme une bouteille, c'est là, il y a 10 hectos, il faut enlever les lits. Voilà, on a fait le compte. Oui. C'est très peu, hein, mais bon. Et la parcelle fait presque 1 hectare. Ouais. Donc c'est quoi? C'est moins de 3000 bouteilles. Ah bah oui, 10 hectos, moins les lits, j'ai pas mon téléphone. Oui. Mais il y a bien, parce qu'on est sur lit total, donc il y a 35 faciles de lits dans chaque fût, donc ça fait pas beaucoup. Rien que le nez me nourrit. Alors, je pense qu'il s'est remis à, parce que j'entends du bruit, il s'est remis à augmenter les sucres. Moi, c'est timide. Je voulais le mettre en bouteille en juillet, mais je crois que je vais pas pouvoir. Donc ce sera octobre avec les autres. Ouais, je pense. Enfin, ouais. Non, ce qui m'embête, c'est ces matières-là de laisser passer l'été en fût. Parce qu'après, ça peut trop marquer le vin. Et là, si on s'arrêtait là, ce serait parfait. Bon, à voir. Il peut aussi être... faut le déguster régulièrement, là. Bon, moi, je suis pas tout le temps sur leur dos, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Vous dégustez les fûts, vous avez quelle cadence? Vous avez un ordre? Vous avez des moments en fonction du temps, en fonction de... Oui, alors pendant les vendanges, ici on ne prend pas les densités sur chaque fût tous les jours. Déjà il y a des fûts, on ne prendra jamais la densité. Parce que c'est infaisable, ça fait trop. Et moi je crains chaque fois qu'on trempe une pipette dans un fût, on introduit, même si on fait très attention, on finit toujours à un moment donné par introduire des germes. Et j'aime bien qu'un fût, son univers microbiologique, il reste à lui. Ouais, je comprends. Parce que, voilà. Donc ça veut dire que, par exemple, on a plusieurs lots, voilà, une parcelle qu'on va presser, elle va aller dans plusieurs fûts différents. Bah, je considère que c'est un lot, je sélectionne un fût qui va me servir de référence sur les densités. Alors il y a une petite prise de risque parce que c'est vrai qu'il peut y avoir un fût qui... Mais j'ai remarqué que plus on était sur le dos des vins pour qu'ils fermentent, moins ils fermentaient. Et qu'à un moment donné, les laisser un peu tranquilles, c'est pas plus mal. Il faut par contre en amont bien travailler pour que les planètes s'alignent toutes et que ça aille au bout. Honnêtement, ça devient quand même très compliqué de faire fermenter des vins, même sur des degrés raisonnables comme nous, hein, parce qu'en blanc on est entre 11,5 et 12,5, en rouge on est entre 12,5 et 13,5. Mais les millésimes chauds, les millésimes secs, forcément ça affecte la flore indigène. On le voit, elle est pas aussi performante qu'avant et elle est pas mal parasitée par une flore un peu nouvelle de bactéries, de levures qui viennent un peu compliquer les choses.
En fait, faire du vin, c'est élever des microbes. Hein, on essaie de sélectionner des populations qui sont correctes et d'éviter voilà, les brebis galeuses. Mais toujours. Est-ce qu'on peut déguster un rouge ou pas? On va goûter là. Alors, et puis veille, révélation pour moi. Donc ça, c'est un des fûts de 1903-2022. Alors là, on passe les vieilles vignes en rouge. Quand on goûte ça à ce stade, il y a un peu un côté impénétrable. C'est-à-dire que c'est absolument pas des vins qui viennent vers nous, c'est plutôt tout l'inverse. On est dans quelque chose de très introspectif. Je me ferme voilà. Complètement. Et quelque part, c'est toujours, enfin, c'est pas absolument pas alarmant qu'ils soient dans cet état-là. C'est normal pour eux. Il y a quelques millésimes où ils sont un peu plus ouverts, un peu plus. Mais le côté exubérant sur 1903, vous l'avez pas. Non, on l'a jamais. Mais il y a des millésimes où il est plus précoce, plus accorte. C'est les millésimes où il y a de l'eau. Parce que ça fait des plus gros raisins, et les plus gros raisins, ils ont tendance à se livrer mieux. Quand même un joli nez délicat quand même. Donc sur le. On a les fruits noirs. Hein. Ça va sortir. Il faut que je le sorte de fût. J'ai commencé l'assemblage de 1903 pour la mise. Donc ça va sortir bientôt. Donc 1903 est toujours une partie en cuve béton, au moins 70%. On voit dans le chai dans lequel on est, il y a plus de 90% des fûts sont destinés au blanc. Les tanins sont d'une finesse, le grain, très serré. Mais même le bois, je pense que le bois c'est des chauffes légères ou moyennes. Oui, il est très léger. C'est très léger. Donc ça amène juste ce qu'il faut, mais c'est très très délicat. Alors qu'on est sur une jeunesse, ça devrait... Oui, puis c'est des matières en plus, en plus c'est des vins ça qui traversent le temps. Hein, donc, mais bon, moi je considère qu'il faut quand même que ce soit aussi... c'est bien quand les vins sont buvables dans la jeunesse, c'est pour ça que... on a fait ce choix d'avoir une partie de béton. On sent ce côté un peu graphite. Ouais. Qui est typique des Carignans sur les schistes. Sur les schistes, c'est... Donc là, Marjorie, il y a uniquement du Carignan. Oui, 100%. Sur plusieurs parcelles. Deux parcelles. On en avait 4 à l'origine, on en a arraché 2. Est-ce que l'élevage, il est systématique de temps de mois ou est-ce que vous adaptez? Bien évidemment. Dans l'ensemble, alors, pour être tout à fait honnête, on fait en fonction du vin, de ce qu'il nous dit et de ce qu'il a l'air de faire, mais aussi un peu en fonction de la place qu'on a. Et ça, c'est un des projets à l'avenir, c'est vraiment d'avoir, parce que ce chai-là sert à la fermentation pendant les vendanges. C'est difficile d'élever en même temps des vins de l'année d'avant. Ça cohabite pas trop bien. Et donc, on a vraiment pour projet d'avoir un chai, de construire un morceau de bâtiment en plus pour justement avoir la possibilité. Cave de vieillissement un peu en bouteille. Voilà, si on a besoin d'allonger l'élevage de 3-4 mois, on peut le faire et c'est pas un souci. Vous avez du 73 en Rivesaltes? Non, 60 on n'en a plus, il fait chaud. Quand on passe du chai à la salle, ah ben oui, forcément. c'est un peu dur. C'est ouvert du 12 juin, mais bon. Généralement nos blancs ils tiennent vraiment longtemps. Les rouges un petit peu moins. Youm 2022. C'est gras, il y a un beau volume en bouche. Il y a ce petit côté excitant au final. Moi j'aime bien quand j'adore manger. Vraiment j'adore manger depuis toute petite. Mes parents, ma mère cuisinait beaucoup.
Mon père avait une bonne cave, étant pas loin de Côte-Rôtie, bon voilà, à l'époque c'était pas cher et on en avait. Et j'aime bien quand, voilà, quand le vin et la nourriture se répondent, je trouve que c'est un plaisir énorme. Et quand on est avec, voilà, qu'on partage et que disons que tout le monde savoure ça à table, moi je pourrais rester des heures à table, pas forcément dans un grand restaurant, mais à table avec des amis, des bonnes bouteilles, une bonne cuisine, tout ce qui a été fait avec amour. Ça, je pourrais rester des heures. Mais moi je suis à fond là-dedans. Je trouve que le temps se suspend. Ça, exactement. Et voilà, c'est. Et du coup, j'aime quand le vin a une fin de bouche excitante, qui nous donne envie de boire, qui nous donne envie de manger. Ce qui veut dire la lumière en catalan. La lumière en catalan. Voilà, 2022. Voilà, Llum parce que on a fait par le passé des vins qui étaient solaires, jusqu'au jour où on a réalisé qu'ils étaient solaires et on s'est dit on veut plus, on veut faire des vins lumineux. On veut que les vins parlent de la lumière du roussillon qui est exceptionnelle, mais plus de la chaleur. Et donc, la biodynamie, évidemment, nous a grandement aidé à ça. Et puis, c'est tout un ensemble de gestes, finalement, qu'on a changé pour y arriver. Donc, c'est ce vin-là qui est... C'est superbe, j'aime beaucoup. Et 2021, je l'ai aujourd'hui plus sur le côté poire, le côté un peu pomme, côté fruits. Ouais. Alors que là, il y a... Ou alors peut-être je ne laisse pas ouvert assez longtemps. Alors, il faut savoir que quand on ouvre ces vins-là, au début, on pourrait avoir l'impression qu'ils sont évolués. On se dire « Ah, j'aurais peut-être dû le boire plus tôt, etc. » Bonjour Sophie, ça va? Plus le vin respire, plus le vin respire, plus il va se repositionner en fait sur son, comment dire, sur son espèce sur son caractère vrai. Moi je considère que quand on ouvre un vin, la première chose qui parle c'est le millésime, l'élevage ou alors son âge. Et que pour avoir accès à la chose qui est intéressante, c'est le lieu, le sol, l'endroit, voilà, vraiment c'est l'ADN du vin. Il faut qu'il respire. Et donc, toujours, lui, il essaie de faire, moi, il m'est arrivé d'ouvrir des vieilles bouteilles de blanc de chez nous, en hiver. Ouvrir la bouteille, goûter, bon, c'est oxydé, bon, je carafe, je mets sur la fenêtre. 2 heures après on goûte, le vin, il avait perdu 3 ou 4 ans. Et ça c'est bon. Ça, il y a un vrai besoin d'éducation. Moi, je le dis à mes clients, n'hésitez pas à ouvrir la bouteille à l'avance. Ouais. Toutes les bouteilles. Faut pas hésiter à les carafer. Les gens ont peur. Mais... Même les vins d'ici, parce que de toute façon on est sur un terroir de blanc ici, donc il faut vraiment ne pas hésiter à les carafer. Il faut les chahuter un petit peu dans leur jeunesse. Oui, et puis même quand ils sont âgés, si on voit qu'ils sont pas là, qu'ils sont un peu... Dites-moi que c'est chaman. C'est pas chaman? C'est vigne métissée. Pas encore. Vigne métissée avant. Vigne métissée, donc ça c'est le rosé. Ça c'est les cépages blanc, gris, noir complantés, vendangés en même temps, pressés en même temps, travaillés comme un blanc. Donc on voit... Alors nos blancs sont très blancs, donc c'est pour ça que... Les vignes métissées 2022. Voilà, quand on regarde là-dessus, on voit qu'il est léger, il a des reflets. Le rosé du domaine. Donc là, on a grenache blanc, grenache gris. Vinifié en blanc, donc. Ouais, carignan blanc, carignan gris, carignan noir, muscat, malvasie, cinsault et un peu de novembre. Ça s'est ouvert depuis... Non, j'ai pas vu la date. On a ouvert vendredi. À l'aveugle, je veux bien. On n'est pas sur du rouge, on n'est pas sur du blanc, on n'est pas sur du rosé. Alors ça a été mis en bouteille un peu plus tard que nous. Ça fait moins d'un mois. Ça a besoin d'un petit peu de temps. Alors du coup, nous, il est classé en rosé parce qu'il est légèrement teinté et qu'il fonce avec le temps. Après, il y a beaucoup de gens qui l'achètent et qu'il n'y a aucune obligation. Et même moi, je préférerais que les gens ne l'ouvrent pas dans l'été. Parce que mais c'est grand en pas plus. Un rosé il y a du volume. Ouais, il y a beaucoup de volume. Et une belle longueur. Donc là, c'est 2 parcelles. Il y a 1, 2, on va dire 3 parcelles différentes. Ce rosé, il faut le goûter. Oui. On ne peut pas passer à côté quand on est au domaine. Oui, c'est pas possible. Après, il y en a très peu et bon, ça. C'est un vin qui a vraiment conquis son public et on a beaucoup de gens
Un rosé de garde et de gastronomie. Oui, de gastronomie surtout. Il y en a beaucoup de gens qui nous disent, enfin, à qui il faut leur vie métissée pour. Ils sont habitués, ils sont addicts. Voilà, c'est un. Ça tombe bien, j'ai une rubrique les vins addictifs. Ouais. Donc voilà. Et déjà j'ai mis Chaman de. Ah, Chaman. 2022. Hein. Oui. Donc que du muscat. Non. Du muscat sur argile-ocre et galets calcaire. Donc secteur Espira, donc un secteur très précoce. Chaman 2022. Combien de bouteilles au mois de mai? Non, en même temps que Lyon, en avril. On voit que les vins qui sont de la mise d'avril sont en place, alors que ceux de mai ne sont pas tout à fait en place. Ce qui est normal. Je trouve par contre les 2022, ils sont assez contrariés derrière la mise. Ça revient vite, mais par contre, sur toute la phase préparatoire et juste après, ils sont... C'est le cas là encore? Ça, je trouve que ceux d'avril, ça va. C'est revenu, c'est bien revenu. Mais oui, il y a un effet mise en bouteille qui est un peu plus important. Bon, c'est pas nouveau, hein, la maladie de la bouteille, les bourguignons en parlaient il y a déjà très longtemps. Hein. Le vin il est mâché, il est fatigué, c'est une matière vivante, il a besoin de se reposer aussi. Hein. Chaman 2022, moi c'est mon petit coup de cœur. Alors, Iglesia 21. Donc la vigne qu'on est allé voir. D'accord. Donc là, je prépare 2022 pour la mise. Tout le monde aurait pu goûter en cave, je pense. Là, on est dans une autre dimension, en profondeur. Il y a une race, là, on a le minéral, vraiment, la persistance d'un minéral. J'aime beaucoup la finale. Ah oui, là, c'est la finale, et ça scintille, et minéral, on a la pierre qui revient tout le temps, et on salive, et on resalive. C'est le genre de vin où il y a... C'est la salinité, moi, que j'ai. Ah oui, et en fait, quelque part, il a une première vague qui est plus liée à l'aromatique, et il y a quand même une certaine texture, et la deuxième vague, qui est ce qu'on trouve dans les vins qui ont de la dimension pour moi, la deuxième vague, elle est justement le salin. Et on ne s'y attend pas, et elle arrive assez tard. Et elle emmène le vin vraiment loin. Et ça va faire un an, ça, en bouteille. Et là, je me dis, il faudrait commencer à vendre maintenant. Si on était vraiment, si on avait le temps, la place. C'est super. On arrive là, mais même rien qu'on est, on a des épices. Ouais. Oui, mais la réduction est placée juste comme il faut là. La réduction nous amène de la fraîcheur, elle nous amène ce côté salin que j'ai sur la finale, parce que ça me donne envie d'en reprendre, donc du coup. Généralement, quand on a cette réduction-là, on a ce côté très salin, la buvabilité qui est là. Qui anime le vin, qui anime vraiment le vin. Fraîcheur et buvabilité, longueur. Ça, c'est Unique 22. Donc, Unique, c'est un grenache, un vigne assez jeune, 91, sur les schistes sableux. Un grenache toujours. Alors, c'est un grenache assez particulier, il a toujours un pH beaucoup plus bas que les autres. C'est ce qui, pour nous, le rend un peu spécial, parce qu'il y a beaucoup de finesse et en même temps, il y a un pH bas anime vraiment le vin. Bon, ça a été mis en bouteille en mai. C'est croquant, c'est mordant, c'est. Je crois que la cerise. Ouais, avec un peu de fleurs, ça va être. Ça, c'est hyper intéressant de garder un petit peu. Tout le monde l'aura bu là maintenant, mais les grenaches sur sable à l'évolution sont toujours intéressants.
On a cette texture qui est très fine et surtout l'aromatique qui va partir vers un côté un peu oriental, on va avoir de la rose séchée. Comme il a une texture qui fait que ouais, il est tellement bon là, personne ne se dit on va le garder, mais il faut acheter 6 bouteilles, en boire 3 et en garder 3. Donc vous allez avoir droit à 3 bouteilles. Ah oui. Unio, tu l'as eu? Unio? Unique. Unique 2022. En 2022, contre toute attente, je trouve que c'est un beau millésime. C'est un beau millésime. Allez, on en les fait tous ou... Non, non, 2. Alors 2, on va faire... 75. parce qu'ils sont assez différents. C'est dommage qu'il n'y ait pas 73. Ah ouais, mais ça on décide pas. On prend ceux qui sont bons. On va faire 75 déjà. Comment vous arrivez à avoir des vieux millésimes comme ça? Ah ben ça, il faut avoir les adresses, il faut avoir des relations. Et on ne donne jamais nos sources. Ben, il faut pas. Donc ça c'est des ambrés, donc c'est des vins qui étaient faits à l'époque avec beaucoup de cépages blancs, Macabeu, Malvoisie notamment. Celui-là je l'aime beaucoup parce qu'il a un côté écorce d'orange et même en finale c'est très quinquina. D'accord, Il a un côté, si je ne me trompe pas, un côté, il a l'amertume du quinquina que je trouve d'une élégance folle pour un vin doux. Parce que ça fait totalement oublier le sucre. C'est ça qui est... Ah oui, on a cette finale un peu sur les... Ouais, c'est ça. Ah, on a quand même le fruit rouge. Presque un côté apérole, mais... Moi j'ai un côté fruit rouge à l'eau de vie. Hein. Ah, et moi je suis sur l'écorce d'orange. Oui, aussi. Complètement amer, oui. Ah ouais, amer. Mais belle amer. Ah oui, oui, puis c'est long. Parce que là, du coup, le vin, évidemment, ces vins, ils ont une longueur folle, mais on a la longueur sans le sucre. Et nous, on essaie de faire attention à ça. On sent pas le sucre. Non, et il est haut, hein, parce que c'est des vins de concentration. Ouais. C'est des vins qui n'ont pas été houillés, donc... On sent pas le sucre, et par contre, on a énormément de fraîcheur sur la finale. Par la concentration, ils ont des pH très bas. Ça n'a rien à voir avec le domaine Amaury. Ah non, rien à voir. On a des lots qui sont en élevage à Amaury, mais c'est encore trop tôt pour être mis en bouteille. Alors faites patient avec ces vins-là. Bon, on va goûter le 60. On goûte le dernier. Alors le 60, voilà, le 60. Dis donc, est beaucoup plus... Il a un côté, le 60, si je ne me trompe pas, je les ai goûtés l'autre jour, j'ai fait des notes. Mais... Ouais. Le 60, je pense, c'est un ambré, mais... Rien à voir. Mais qui était à la limite d'être un tuilé. Donc je pense que dans le 60, il y a beaucoup de blanc, mais il y a quand même un peu de grenache noir. On voit la couleur et l'univers aromatique aussi. C'est plus soutenu au niveau de la robe. Voilà, on a cette profondeur que les cépages noirs donnent, avec un côté un peu cacao. Là, on est... Ah oui, on a poudre de cacao, là, ou même la fève. La fève de cacao grillée, là. Ouais, c'est ça. Qu'on l'a pas trop sur les ambrés. Là, lui, il louche un peu vers le tuilé, dans son esprit. Après, en couleur, il est classé en ambré. Par contre, niveau de concentration bien plus élevé que le précédent qui était déjà pas mal. On sent. Hein. Ah oui. On sent qu'il y a une densité dans le sucre qui est plus importante, mais par contre, dès le début, on a une acidité, une sensation acide très forte. Beaucoup plus complexe en milieu de bouche et beaucoup plus riche que le précédent. Mais j'ai moins de fraîcheur que sur le précédent. Parce que l'amertume a mené énormément de tension et de fraîcheur. Oui. C'est-à-dire que là, je pense qu'on a une telle concentration qu'il y a aussi plus de sucre. Il y a plus de puissance globalement dans celui-là. Alors moi, celui-là, je mets sans hésiter, je mets un beau roquefort à bonne température qui transpire. Donc le salé du roquefort, là, ce serait magique. Et le dernier, on peut essayer un dessert. Alors que là, je pense que c'est à vanille, il y a plus de sucre. Ou alors juste pour discuter.
Exactement. Le 75, ouais. C'est un moment privilégié. Plutôt que à la place d'un whisky cigare, on peut faire Rivesaltes 75 avec un cigare ou un sorbet fromage de chèvre miel. Ah oui. Par Non, exemple. il y a plein d'accords possibles. Alors nous, on est vignerons, on n'est pas sommelier, donc on nous demande tout le temps des accords, mais on dit mais c'est pas trop notre boulot, quoi. Superbe. Mais il y a matière à faire. Superbe. Merci Marjorie. Vraiment, bon moment. L'objectif d'Amorvinum est de rendre les lettres de noblesse du vin, français ou étranger. Nous sommes proches des vignerons, des domaines d'exception qui ne vendent qu'à travers les restaurants étoilés. Et aujourd'hui, à travers Amorvinum, vous pouvez acquérir quelques flacons de ces bouteilles uniques. Ce sont des vignerons d'exception que nous vous proposons. Nous sommes juste là pour valoriser leur travail et agiter vos papilles. À très bientôt.